Un jour, mon père m'a dit, le visage impassible, à table, ton frère le mérite. La maison, l'argent, toute l'entreprise familiale. Il a tout donné à Ryan. Comme si je n'avais jamais passé 15 ans à faire tourner la maison. Ce soir-là, je suis partie sans rien d'autre que ma voiture et ma fierté. Ce matin, après 2 ans de silence, mon téléphone a vibré. Un message de ma mère. Échéance de crédit immobilier. On peut parler ? J'ai failli rire, jusqu'à ce que le deuxième message apparaisse, car quoi qu'il cache, quoi qu'il craigne, ça me concernait directement. Je m'appelle Cheryl, et pendant presque toute ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait tout réparer dans une entreprise familiale. Même les blessures qu'on fait semblant d'ignorer. J'ai grandi dans une banlieue tranquille de Boston, dans une maison de style colonial que mon grand-père avait construite après avoir transformé un petit garage en une entreprise de construction réputée. On aime dire que nous étions l'image même de la famille américaine travailleuse. Mais entre ces murs, tout tournait autour d'une seule vérité. Ryan, le Benjamin, le fils unique, était le chouchou. Je l'ai appris avant même de comprendre le mot « favoritisme ». Quand j'avais 12 ans, papa a fait construire une cabane sur mesure pour Ryan, pour son 5e anniversaire. La même année, j'ai reçu une carte cadeau de librairie et un gâteau acheté au supermarché. Personne ne l'a dit ouvertement, mais le message était clair, il comptait plus. Ma mère a minimisé la chose d'une voix douce, disant simplement « Papa avait des valeurs traditionnelles ». Mais ces valeurs m'ont suivi au lycée, à l'université et dans tous les aspects de l'entreprise familiale. Tandis que Ryan peinait à valider ses cours, je travaillais tard. Je m'engageais dans tous les clubs de leadership possibles et je me suis forgé un parcours vers l'entreprise que j'espérais un jour diriger. J'ai obtenu des diplômes en commerce et en gestion de la construction. Ryan, lui, a finalement opté pour une filière facile après avoir changé d'orientation 3 fois. Quand j'ai rejoint l'entreprise familiale à temps plein, je pensais que papa me remarquerait enfin. J'arrivais tôt, je partais tard et j'ai travaillé dans tous les services, de l'estimation à la coordination de projets. Je connaissais le nom de chaque chef de chantier, de chaque sous-traitant, de chaque assistant administratif. Pendant ce temps, Ryan s'est vu attribuer un bureau d'angle, un titre qu'il n'avait jamais mérité et une voiture de fonction dont il ignorait même l'entretien. Je croyais encore que les résultats parleraient d'eux-mêmes. Lorsqu'un important complexe médical a pris du retard et que Ryan a opportunément pris 3 semaines de vacances, j'ai pris les rênes. J'ai passé 6 semaines sur le chantier, 14 heures par jour à réorganiser les équipes et à négocier avec les sous-traitants. Nous avons terminé avec 2 jours d'avance. Le client m'a serré la main et m'a dit « Sans moi, rien de tout cela n'aurait été possible ». Mon père, qui avait entendu la conversation, a hoché la tête et a répondu « Chez Patterson, on sait tenir ses engagements ». La douleur de cette phrase m'a hanté plus longtemps qu'elle n'aurait dû, mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait se passer ce soir-là. Tout a basculé. Ma mère nous a invités à dîner, prétextant que mon père avait une annonce à faire. Je me souviens d'être arrivé en avance, une bouteille du scotch préféré de mon père à la main, attendant ce que je croyais être le début d'un nouveau chapitre de mon avenir. Au lieu de cela, mon père a levé son verre, a souri fièrement à Ryan et a annoncé qu'il transférait l'entreprise, la maison et les investissements familiaux à son héritier légitime, moi. Il m'a proposé 3 mois d'indemnité de départ dans la voiture de fonction que je conduisais. Ce soir-là, je suis parti, le cœur battant la chamade, la fierté me maintenant à peine debout. J'ai emballé ce que je pouvais dans mon coffre. J'ai pris la route pour l'aéroport avant l'aube et j'ai tout recommencé à Chicago. Nouvelle ville, nouvelle entreprise, nouvelle vie. Je pensais tourner la page pour de bon. Mais le message de ma mère m'a prouvé que le passé n'en avait pas fini avec moi. Chicago ne m'a pas accueilli à bras ouverts, mais avec sincérité. Plus d'histoire, plus d'ombre des attentes de mon père, plus aucun souvenir de l'entreprise pour laquelle j'avais tant donné. Juste une skyline si abrupte qu'elle semblait effacer les bleus que je portais de Boston. J'ai loué un petit appartement meublé, accroché l'unique photo encadrée de mon grand-père à côté de son premier camion, et je me suis dit que je reconstruisais, que je ne fuyais pas. Créer une entreprise de conseil dans une ville où personne ne me connaissait a été une leçon d'humilité. J'ai démarché des promoteurs immobiliers par téléphone, visité des chantiers avec des bottes empruntées et passé des nuits à réécrire des propositions qui restaient sans réponse. Mais petit à petit, les gens ont commencé à me remarquer. Un chef de projet d'un promoteur immobilier de taille moyenne m'a embauché pour sauver une rénovation qui tournait mal. Puis un autre client m'a recommandé. Puis un autre.
En moins d'un an, j'avais une clientèle régulière et 2 assistantes à temps partiel, des femmes comme moi, qui avaient été négligées dans leurs anciennes entreprises et qui avaient soif de faire leurs preuves. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais reconnue pour mon travail, et non pour mon nom. Puis, les courriels de Boston ont commencé à arriver au compte-gouttes. Le premier venait de Barbara, la voisine de longue date de mes parents. Elle écrivait que le jardin autour de la maison de mon enfance était devenu un véritable champ de bataille, pelouse non tondue, volets décollés. Elle mentionnait que mes parents n'avaient pas renouvelé leur abonnement au country club, chose impensable pour eux. Elle ajoutait, les camions de l'entreprise familiale ne sont plus garés dans l'allée. Une inquiétude sourde transparaissait dans chacune de ces phrases. Je suis restée longtemps à fixer son message avant de le fermer. Je n'ai pas répondu. 1 mois plus tard, j'ai reçu un deuxième courriel. Celui-ci venait de Martin, le chef maîtreur qui avait travaillé avec mon père pendant des décennies. Cheryl, j'ai quitté l'entreprise aujourd'hui. Ryan a licencié Dolores et Jim. Il a dit qu'il coûtait trop cher. Son message se terminait par « Je pensais que tu devais le savoir avant que ça n'empire ». Je l'ai supprimé, lui aussi, même si j'avais la nausée en appuyant sur la touche, mais les messages continuaient d'arriver. Un ancien chef de projet m'a dit que les contrats étaient en train de s'effondrer. Un sous-traitant m'a dit que les paiements étaient en retard. Un développeur m'a averti que l'entreprise était sur le point d'être écartée d'un projet majeur à cause de problèmes de qualité. Chaque nouvelle information érodait un peu plus l'entreprise que mon grand-père avait bâtie et celle que j'avais essayé de préserver pendant si longtemps. Pourtant, je suis restée silencieuse. Ce n'était plus à moi d'éteindre cet incendie. Et puis, il y a eu cette nuit où tout a basculé. Je venais de terminer la relecture d'une proposition dans mon bureau de Chicago quand mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. C'était une capture d'écran floue d'une conversation entre 2 anciens employés qui discutaient de salaires impayés et de la possibilité que l'entreprise fasse faillite dans les semaines qui suivaient. En dessous, l'expéditeur avait simplement écrit « Tu devrais t'appeler tes parents ». Je ne l'ai pas fait. Assise dans mon bureau plongé dans l'obscurité, les lumières de la ville scintillaient sur la vitre, je réalisais soudain quelque chose que je m'étais interdit d'admettre avant l'effondrement que j'avais tant redouté. Et quelque part au fond de moi, sous la douleur et le passé, une part ressentit en moi la première étincelle d'une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Un levier. Le point de rupture n'a pas été brutal. Il est arrivé discrètement, un mardi matin, alors que je relisais les plannings d'un client. Mon téléphone a vibré une fois, une seule, et j'ai failli l'ignorer. Mais le message affiché m'a interpellé. Remboursement du crédit immobilier. On peut parler ? C'était ma mère. Pendant près de 2 ans, elle avait évité de me dire quoi que ce soit de sincère. Des SMS pour mon anniversaire, des vœux de fin d'année impersonnels, rien de plus. Et maintenant, soudain, elle voulait parler d'un crédit immobilier sur une maison entièrement payée quand j'ai quitté Boston. Une chaleur sourde et persistante m'a envahi. J'ai posé ma tablette, essuyé mes paumes sur mon pantalon et relu le message. Il n'y a eu aucune excuse, aucune reconnaissance de la nuit où ils ont tout donné à Ryan. Juste une supplique enrobée d'évitement. J'ai répondu avant même de pouvoir adoucir mes propos. Demande à ton héritier. J'ai appuyé sur envoyer. Sans hésiter. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas édulcoré la vérité. Les bulles de frappe sont apparues frénétiquement, tremblantes. Cheryl, s'il te plaît, ne sois pas comme ça. On est dans le pétrin. Ton père ne l'admettra jamais. Mais l'entreprise. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux. Le reste de la journée, j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mes pensées revenaient sans cesse. Un prêt hypothécaire signifiait le désespoir. Un prêt hypothécaire signifiait qu'ils avaient hypothéqué le seul bien qu'ils avaient autrefois plus précieux que moi. Et s'ils contactaient la fille qu'ils avaient rejetée, la situation était pire que ce que quiconque avait admis. À 18h12, alors que je rangeais mon ordinateur portable, une autre notification s'est affichée. « Papa, appelle-moi. C'est urgent. » La dernière fois qu'il m'a parlé, il m'a dit que Ryan méritait tout ce que j'avais mis ma vie d'adulte à construire. J'ai laissé mon téléphone sonner. Puis un message vocal est apparu. Malgré mes réticences, j'ai écouté. « Cheryl, je sais que tu es en colère. Tu as toutes les raisons de l'être, mais l'entreprise rencontre des difficultés. Nous sommes à court de solutions.
Des difficultés. Il n'arrivait même pas à prononcer le mot « effondrement ». Un long silence a suivi l'enregistrement avant qu'il ne dise très doucement « Nous avons besoin de ton aide ». Ma gorge s'est serrée, non pas par compassion, mais face à ce renversement de situation choquant et surréaliste. Il ne m'avait jamais rien demandé, jamais. J'avais toujours donné sans compter, et il avait tout pris pour acquis. Maintenant, il comprenait enfin ce que c'était que d'avoir besoin de quelqu'un qui risquait de ne pas vous rendre l'appareil. Je l'ai appelé ce soir-là. Non par obligation, mais par souci de clarté. Avant d'échanger un mot de plus, j'ai dit « Je veux tout savoir. Les paiements, les factures, les contrats, les prêts, tout. Si tu veux mon aide, je dois connaître la vérité. » Il a expiré, un son plus fatigué que je ne lui avais jamais entendu. « Rentre à la maison, dit-il. On te montrera tout. » À la maison? Drôle de mot. Je ne répondis pas. Je réservais un vol pour vendredi, fis ma valise et quittai mon appartement de Chicago avant l'aube. Quoi qu'il m'attende à Boston, une chose était déjà claire. Cette fois, je n'arriverai pas comme la fille, implorant qu'on me remarque. J'arriverai avec la force qu'il n'aurait jamais cru que j'avais. J'atterris à Boston en début d'après-midi, l'air hivernal si vif qu'il me piquait le visage dès que je posais le pied dehors. La ville avait toujours eu une certaine lourdeur sur moi, mais cette fois, c'était différent, plus léger, d'une certaine façon, parce que je ne revenais pas comme la fille négligée, en quête désespérée d'approbation. Je revenais comme quelqu'un qui n'avait plus besoin de rien d'eux. Je louai une voiture à l'aéroport et pris la route familière vers la banlieue. À mesure que les maisons s'agrandissaient et s'espacent, des souvenirs enfouis refaisaient surface. L'odeur du rôti du dimanche de ma mère, le grincement de l'escalier. Je n'avais pas le droit de m'enfuir à cause de la voix tonitruante de mon père qui résonnait dans les couloirs dès que Ryan faisait quelque chose d'impressionnant, comme respirer. Mais rien ne m'avait préparé à la vue de la maison elle-même. Les volets étaient ébréchés. L'allée était fissurée. La pelouse, cette même pelouse que mon père traitait jadis comme un monument public, était clairsemée et jaunie. L'absence du camion de l'entreprise, garé fièrement devant, était plus éloquente que n'importe quel avis de saisie. Je suis entrée sans frapper. La porte n'était même pas verrouillée. Le salon ressemblait à un tableau d'honneur. Des piles de factures, de relevés de prêts, de litiges avec des entrepreneurs et d'avertissements tamponnés en rouge recouvraient la table basse. Ma mère était assise sur le canapé, se tordant les mains. Mon père, debout derrière elle, arpentait la pièce, les épaules voûtées, sa présence autrefois imposante remplacée par une attitude plus effacée, plus vaincue. Et Ryan, mon frère, était assis dans le fauteuil, bronzé après un voyage. J'étais sûre que l'entreprise payait pour qu'il passe son temps sur son téléphone, comme si sa présence l'avait dérangé. Maman se leva la première. « Cheryl, ma chérie, ne fais pas ça, dis-je, mais sans méchanceté. Pas encore. » Papa s'arrêta de faire les 100 pas. « On est content que tu sois venu. Les choses ont dégénéré plus vite que prévu. » Je me suis approchée de la table, j'ai posé mon sac et j'ai commencé à trier les documents. Les chiffres étaient pires que je ne l'avais imaginé. Des retards de paiement, des pénalités qui s'accumulaient, des retards de projets tellement importants qu'ils avaient entraîné des poursuites pour rupture de contrat. « Tu as hypothéqué la maison, dis-je doucement. » Papa déglutit. L'entreprise avait besoin de liquidités, juste temporairement. « C'est ce que tu as dit à la banque ?» Je brandis un avis imprimé en rouge vif, car ils n'ont pas l'air d'être d'accord. Ryan finit par lever les yeux. « On ne peut pas faire ça plus tôt ? Papa a dit que tu étais là pour aider, pas pour faire la morale. » Je me tournai lentement vers lui. « Tu crois que c'est une leçon ?» Son sourire narquois s'effaça. Je pris une autre pile. Des notes de frais, des justificatifs de frais de déplacement, des relevés de fournisseurs. Dis-moi, Ryan, tu croyais vraiment que l'entreprise ne remarquerait pas les dizaines de voyages personnels présentés comme du démarchage client? Le bateau, l'appartement en Floride, les week-ends en station balnéaire, les forfaits spa. C'est quoi ça? La mâchoire de Ryan se crispa. Je tissais des relations. C'est le rôle d'un PDG. Tu n'étais pas PDG, dis-je. Tu étais un enfant à qui on avait donné une arme chargée. Papa s'éclaircit la gorge. Cheryl, non. Dis-je, on ne va pas adoucir les choses. Maman nous regarda tour à tour,
les yeux remplis de cette peur qui saisit ceux qui réalisent que les conséquences les ont enfin rattrapés. J'ouvris un autre dossier, les relevés de prêts que Ryan avait signés sans comprendre les taux d'intérêt ni l'échéancier de remboursement. Ces décisions n'ont pas seulement ruiné l'entreprise. Dis-je, elles ont ruiné ta retraite. Elles ont mis en péril les revenus de 47 employés. Et puis, quand la maison que tu as choisie à ma place a eu des problèmes, tu m'as contacté parce que, soudain, la fille qui ne la méritait pas était redevenue utile. Papa grimaça. Cheryl, je sais ce que j'ai dit et je le regrette. Tu n'as pas encore le droit de t'excuser. L'affaire n'est pas close. Ryan croisa les bras. Tu te crois toujours parfaite. Tu ne sais pas ce que c'est que de diriger une entreprise. J'ai laissé échapper un petit rire sec. Ryan, je l'ai dirigé pendant 15 ans. Tu t'es juste attribué le mérite. Un silence s'est installé. Je me suis assise, les mains jointes sur la table. Bon, passons aux choses sérieuses. Parce que je suppose que tu ne m'as pas appelé uniquement pour avouer tes erreurs. Papa a soupiré. Il nous faut un plan de restructuration. La banque menace de poursuite. Les clients nous quittent. On pensait que tu pourrais revenir à un poste de direction, peut-être directrice des opérations ou directrice financière. Non, ai-je répondu aussitôt. Maman a cligné des yeux, mais ma chérie, non. Je me suis penchée en avant. Je ne reviendrai pas comme employée. Je ne vais pas risquer ma réputation pendant que Ryan conserve un titre qu'il n'a jamais mérité. Ryan a ricané. Excusez-moi. Silence, ai-je dit, sans hausser le ton, mais en faisant baisser la tension. Bref. Les épaules de papa se sont affaissées. Qu'est-ce que tu veux, Cheryl? Enfin, la vraie question. Je veux le contrôle, ai-je dit. La majorité des parts, le pouvoir de décision absolu, l'autorité opérationnelle, financière, stratégique, tout. Ryan s'est levé si brusquement que la chaise a grincé. Absolument pas. C'est mon entreprise. J'ai incliné la tête. Est-ce parce qu'on dirait que la banque en possède plus que toi? Papa s'est passé la main sur le visage. Cheryl, la majorité, c'est beaucoup demandé. Tout comme sauver un navire qui coule, ai-je répondu. Mais je suis la seule ici à l'avoir déjà fait. La voix de maman s'est brisée. Mais l'entreprise est dans la famille. Elle le restera, ai-je dit, mais sous la direction de quelqu'un qui pourra la maintenir à flot. Ryan a secoué la tête. C'est de la folie. Papa, tu ne peux pas la laisser faire ça. Elle est partie. Elle a abandonné. Ces mots m'ont touché. Non pas parce que c'était vrai, mais parce qu'ils montraient à quel point il ne comprenait rien. Je n'ai pas abandonné, ai-je dit doucement. On m'a poussé vers la sortie. La nuit où papa m'a dit que je ne méritais pas ce que j'avais construit. Que tu étais l'héritière. J'ai compris que rester me coûterait plus cher que de partir. Papa a fermé les yeux, la honte traversant son visage. J'ai poursuivi. Maintenant, tu veux que je revienne. Tu as besoin de moi. Mais si vous voulez mon expertise, si vous voulez mon intégrité, si vous voulez les résultats que je sais pouvoir vous apporter, alors il y a des conditions. Des conditions claires, lesquelles? Demandait papa chaque semaine. Je les énumérais sur mes doigts. 1. La majorité des parts. 2. Ryan se retire de toute responsabilité financière ou opérationnelle. 3. Je choisis l'équipe dirigeante. 4. Une transparence totale. Chaque paiement, chaque facture, chaque contrat. 5. Tu n'interviens pas. Pas une seule fois. Ryan explosa. Tu es en train de tout gâcher. Non, dis-je, je sauve la situation. Chose que tu n'as jamais été prêt à faire. Maman se couvrit la bouche. Papa fixait la table. Ryan arpentait la pièce comme un animal acculé. Finalement, papa murmura, si nous disons non, tu perds la maison. L'entreprise et tous les employés qui te faisaient confiance, dis-je calmement. Et je m'en vais, une fois de plus, pour de bon. Un long silence tremblant s'installa. Puis papa prit un stylo. Maman ferma les yeux, soulagée ou peut-être résignée. Ryan me regarda avec un mélange de haine et de peur, mais peu importait. Les documents restèrent sur la table. Papa signa le premier. Maman suivit son geste, tremblante. Lorsque le stylo glissa vers Ryan, il hésita.
Ce n'est pas juste, murmura-t-il. Les 15 dernières années non plus, répondis-je. Il signa. Et voilà, d'un simple trait de plume, le pouvoir qui m'avait été refusé toute ma vie passa entre mes mains. Mais les signatures n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Il me fallait maintenant sauver l'entreprise qui m'avait brisé, et ce, à ma façon. Sauver l'entreprise n'avait rien de glorieux. C'étaient des matins aux aurores sur les chantiers, où les sous-traitants me dévisageaient avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. C'étaient des nuits blanches au bureau à reconstruire les systèmes que Ryan avait mis à mal. C'étaient des coups de fil à des fournisseurs que je connaissais depuis des années, leur demandant de nous donner une dernière chance, avec mon nom, et non celui de mon père, comme garantie. J'ai réembauché les personnes qui avaient été licenciées. Martin est revenu le premier, soulagé, adoucissant son sérieux habituel. Dolores est revenue 2 jours plus tard, me serrant si fort dans ses bras que j'ai senti des années d'épuisement me quitter. Ensemble, nous avons reconstruit de l'intérieur. Des budgets transparents, des échéanciers réalistes, des revues de contrats clairs, des contrôles qualité rigoureux. On m'a congédié par commodité. Ryan est resté, mais avec des limites qui ne lui convenaient pas. Uniquement les relations clients, pas de carte de crédit, pas de pouvoir de décision. Certains jours, il boudait. D'autres, il essayait. Tout cela n'était que du bruit que j'ai choisi d'ignorer. Au 4e mois, les pertes se sont arrêtées. Au 6e mois, nous avons atteint l'équilibre. Au 9e mois, 2 clients sont revenus, prudents mais disposés à tester la nouvelle direction. Lorsque le premier trimestre rentable est arrivé, mon père a appelé simplement pour me dire « Tu l'as fait ». Pas de discours, pas d'excuses, juste de la reconnaissance. Mes parents ont vendu la maison et se sont installés dans un logement plus petit, plus près du centre-ville. Quand je leur rendais visite, ils semblaient plus légers, plus humbles, peut-être plus conscients du monde au-delà des traditions. Quant à moi, j'ai embauché un cadre expérimenté pour gérer les opérations quotidiennes à Boston pendant que je retournais à Chicago. Mon bureau là-bas avait une toute autre signification, non plus comme une cachette, mais comme un nouveau départ que j'avais choisi. Un soir, en contemplant l'horizon, mon téléphone a vibré. Un message de maman. « Merci d'avoir sauvé notre héritage. » J'ai répondu lentement. Il n'a jamais été question d'héritage. Il s'agissait d'enfin faire ce qui était c'est vrai. Au final, sauver l'entreprise n'était pas la victoire que l'on imagine. La vraie victoire, c'était de retrouver ma place dans une histoire qui avait un jour tenté de m'effacer. Je ne suis pas revenu pour obtenir l'approbation ou le pardon. Je suis revenu parce que 47 familles dépendaient de quelqu'un qui choisissait l'intégrité plutôt que l'orgueil. Et peut-être qu'enfin, mes parents ont compris la différence. Si vous avez déjà dû vous battre pour le respect qui vous était dû depuis toujours, vous n'êtes pas seul. Certains d'entre nous n'apprennent à s'affirmer qu'après avoir été mis à l'écart. Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si celle-ci vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer.